Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, on va s'éloigner un petit peu des news et parler sciences du jeu et sociologie avec Samuel Vansingel. C'est parti pour l'épisode 64. Je suis avec Samuel Vansingel, doctorant en sociologie au laboratoire Experis et de l'Abexica. Comment ça va, Samuel ? Ça va super, merci. Merci de ton invitation. J'ai mon café, donc je suis prêt. C'est super. Moi, je suis très content d'avoir un scientifique avec nous dans Café Magic. Je pense que c'est important de les écouter. Quelles disciplines de la science peuvent s'intéresser à Magic ? Alors, en fait, beaucoup. Il y a eu quelques travaux déjà sur Magic qui sont venus, par exemple, bien sûr, des sciences de l'informatique ou des sciences mathématiques, notamment avec la théorie des jeux. Donc, du coup, on essaye de calculer à la fois les probabilités ou calculer encore en quoi Magic est un jeu complexe ou compliqué. Je ne sais pas si les gens ont déjà vu cet article passé, le MIT qui s'intéressait à des programmes, à des IA qui pouvaient battre Magic ou non. Et il s'est avéré que l'IA ne y arrivait pas, contrairement aux échecs, par exemple. Donc ça, c'est un premier pan des disciplines scientifiques qui peuvent s'intéresser à Magic, ou en tout cas au jeu en général. Et ensuite, on va se retrouver un peu plus du côté des sciences humaines. Et donc, par exemple, mon laboratoire Experis, on est le seul, on est plutôt le laboratoire traditionnel en France qui est en fait une branche de sciences du jeu. Donc, on a une tradition d'études des jeux, notamment avec Jacques Henriot, Gilles Bougère, qui est encore présent dans le laboratoire. Et donc, on a pu s'intéresser des fois au jeu. Alors, il y a plutôt deux penchants dans les sciences humaines. Il y a celles qui vont être plus du côté de l'information et de la communication, qui vont s'intéresser même aux jeux eux-mêmes, au game design, aux univers qui sont partagés dans les jeux et transmis. C'est un petit peu le jeu comme un média. Qu'est-ce que le jeu transmet ou partage comme idéal, univers. Et de l'autre côté, ce qu'on fait un peu plus au laboratoire, donc à l'université Paris 13, c'est de faire en fait une sociologie des jeux, mais donc des joueurs, surtout comment on joue au jeu et s'intéresser en fait donc à la notion un peu de Jacques Henriot, qui était assez célèbre, en tout cas du côté des sciences du jeu, l'attitude ludique. Qu'est-ce qui fait qu'on joue, comment définir le jeu, mais du point de vue des individus. Voilà, donc pour faire une overview assez large. Il paraît y avoir vraiment plein de choses passionnantes à raconter. Je suis encore plus content de t'avoir. Est-ce que tu peux présenter un petit peu tes recherches à toi dans ce contexte et en quoi ça parle de Magic ? Oui. Alors, je ne suis pas arrivé dans mon doctorat directement sur Magic. Peut-être pour la petite histoire, donc je jouais juste à Magic quand j'avais 14 ou 15 ans, dans ma zone rurale, avec mes 2-3 amis de collège, et puis après j'ai juste stoppé net pendant 15 ans, quoi, jusqu'à il y a Comme beaucoup. 2 ans. Comme beaucoup, en fait, c'est un parcours assez typique, je me suis rendu compte. Mais donc, c'est pas ça, c'est pas mon parcours individuel qui fait que je m'intéresse à Magic en ce moment, mais c'est plutôt le côté e-sport, parce que je fais donc le travail de thèse, la recherche en sociologie sur quelle est la tension en fait dans la création de la légitimité de ce milieu entre une pratique d'amateurisme, une pratique qui se professionnalise de plus en plus. Et donc tout ce qui est adjacent, c'est-à-dire l'arrivée de sponsors, de plus en plus de capital financier et économique. Et donc c'est pour ça que finalement, depuis, c'était quoi ? Mince, je ne sais plus, 2016 ou 2018, enfin il y a eu 2 dates
chez Magic et donc chez Wizards of the Coast, où ils ont commencé à proposer finalement de rentrer dans l'e-sport et donc dans le jeu vidéo, donc avec la sortie de Magic Arena. Tout à fait. Et en fait, qui s'accompagnait, on pourra en reparler peut-être après, finalement d'une stratégie marketing plus globale qui est donc le transmédia, mais qui n'est pas nouveau en fait pour Wizards of the Coast et pour Magic, puisqu'on avait déjà du transmédia, donc je ne sais pas s'il faut rappeler ce que c'est le transmédia. Ouais, ce serait pas mal. Donc le transmédia, si on veut, c'est un peu ce que fait Pokémon, c'est-à-dire que Pokémon en 97 sort son jeu vidéo, mais il ne le sort pas tout seul, il le sort avec une série animée, des cartes, etc. Finalement, on étend l'univers du jeu à d'autres supports, soit de jeu, soit de narration, etc. D'accord. Donc, ce qui permet en fait de toucher un public plus large ou de prolonger même la pratique, son loisir, grâce à tous ces supports. Et donc en fait, Magic n'est pas en reste, puisqu'on avait déjà auparavant les livres, même si ce n'était pas si développé ou si consommé. Mais là, on arrive donc en 2016-2018 avec une stratégie un peu plus agressive de ce côté-là, qui va vouloir élargir à une série Netflix, à un feu MMORPG, à un jeu vidéo, etc. Donc tu associes vraiment l'ouverture de ces nouveaux champs de médias pour Magic, même si c'est déjà du transmédia, mais en gros l'arrivée de MTGA à l'arrivée la volonté de faire du e-sport dans Magic, c'est vraiment tout à fait lié pour toi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai retrouvé sur Internet, que ce soit par les sites de presse spécialisés autour du jeu vidéo ou autour des jeux, et dans la communication de Wizard. Alors, peut-être que c'était dissocié au début, je ne sais pas, mais en tout cas, dans la narration qui en est faite depuis ce moment-là, ils ont accroché donc cette idée de transmédia avec le jeu vidéo et avec l'e-sport, qui se traduit d'ailleurs, quand ils ont annoncé ça pour l'e-sport, une refonte donc de l'organized play, mais aussi une grande arrivée de subventions vers les créateurs et créatrices de contenu sur Twitch ou YouTube. Et en fait, c'est pas juste vouloir élargir son activité mais bien vouloir attraper plus de public. C'est ça l'enjeu de faire du transmédia, c'est de rendre abordable Magic de différentes manières. Bien sûr. Donc le jeu vidéo y participe, puisque, on peut le voir, c'est quand même plus simple de jouer que sur MTGO, par exemple. Parce qu'il y avait quand même MTGO auparavant, mais on peut se dire que c'est pas la même chose. Donc ceux qui ont testé MTGO, qui y jouent régulièrement, peuvent voir de quoi je veux parler. C'est que l'environnement peut être austère, il faut connaître les règles en amont, alors que sur MTGA, on va avoir une simplicité en fait de la pratique, puisque le software, le logiciel va permettre de calculer ou en tout cas de proposer plus facilement ce qui est possible de faire. Ok, donc toi tu étudies ces phénomènes. Est-ce que tu t'essayes d'évaluer la réussite de Magic à pénétrer dans le monde de l'e-sport, ou est-ce que tu mesures la professionnalisation de ces acteurs? Est-ce que tu fais des comparaisons avec d'autres jeux vidéo? Comment ça se passe? Alors, pour répondre d'abord peut-être à côté et revenir, oui. Je me suis d'abord intéressé dans mon travail de doctorat à l'étude en fait du jeu de cartes Hearthstone. Parce que c'était d'abord par là que j'ai eu mes entrées pour faire du terrain, donc en fait mon enquête, comme on dit. Et donc pendant 4 ans, en fait, j'ai intégré en tout 2 associations, d'abord en tant que joueur, puis en tant que
coach ou manager, ou voire rédacteur sur des sites, etc. Donc, pour voir en fait qu'est-ce que c'est l'e-sport et comment on le vit au quotidien. Et après ça, je me suis intéressé en fait aux acteurs que je vais appeler intermédiaires. En fait, c'est ceux qui organisent ce qu'est l'e-sport, mais de manière plus structurelle. C'est-à-dire, on va penser à ceux qui font les compétitions, ceux qui investissent, font des startups dans l'e-sport. Et donc, j'ai pu aussi m'intéresser à d'autres jeux, donc Street Fighter. Mon terrain m'a amené en fait sur Street Fighter ou sur Fortnite dernièrement, et donc Magic. Donc bien sûr, je vais essayer de comparer un peu Magic. Ce qui me semblait intéressant avec Magic, en fait, pour l'e-sport, c'est que c'était la volonté de l'entreprise de faire de l'e-sport. Alors que sur d'autres jeux, justement Hearthstone par exemple, on a l'habitude un peu de raconter que Blizzard n'a pas de volonté de faire l'e-sport en fait. Ils organisent bien sûr les championnats du monde, la BlizzCon, et donc tout un circuit compétitif et qualificatif pour ces championnats. Mais en fait, ils ne l'auraient pas fait, Blizzard, pour tous ces jeux, que ce soit StarCraft ou Hearthstone, ils ne l'auraient pas fait s'ils n'avaient pas déjà vécu des conflits d'intérêts, notamment, on peut penser dans les années 2000, entre 2003, 2005, 2006, à un conflit que l'entreprise avait eu avec la KESPA, Korean Esport Association, en Corée, et donc en Corée du Sud, et donc où en fait la Corée du Sud avait reconnu très tôt, dès 2003, l'e-sport comme une pratique sportive, donc en l'intégrant au ministère des Sports, en réalité, et donc pratiquer des circuits compétitifs de StarCraft. Mais il n'avait pas demandé, par exemple, l'aval, l'amont de Blizzard, ce qui a créé donc des conflits de propriété intellectuelle. Et donc on peut voir, il y a une longue tradition chez les joueurs de Blizzard, en fait, de se mobiliser pour créer leurs propres événements compétitifs, etc. Et sans forcément donc avoir cet amont de l'éditeur. Dans Magic, j'imagine, j'ai pas fait une histoire de Magic pour l'instant, et donc de comment se sont fait les compétitions, mais en tout cas, on peut voir aujourd'hui une forte emprise de Wizard of the Coast et de Magic, donc sur le circuit compétitif, mais de manière très générale. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir estampiller les boutiques pour organiser les compétitions, les reconnaître et y apporter des lots, pourquoi pas, en tout cas les subventionner, comme ils vont pouvoir donc également créer un championnat du monde, un circuit qualificatif, etc. Et donc en fait c'est plutôt cette dynamique des éditeurs qui m'a intéressé avec l'arrivée de Magic dans l'e-sport, entre guillemets. C'est-à-dire que là, on avait réellement donc cette entreprise qui dit « nous allons faire de l'e-sport ». Et donc, en fait, qu'est-ce que ça fait du côté des joueurs? C'était ça qui m'intéressait un peu. Et alors, qu'est-ce que ça fait du côté des joueurs? Eh bien, c'était assez compliqué puisque finalement, il est toujours compliqué donc sur un jeu vidéo, en fait, de rencontrer les joueurs. C'est pour ça que donc sur toute mon enquête, ce qui a été central pour moi, c'est d'aller dans les associations, dans les lieux de jeu, dans les compétitions, pour rencontrer les joueurs. Donc Magic, j'ai pas fait un terrain très long, entre guillemets. J'ai pas fait 4 ans d'enquête comme sur Hearthstone, mais donc j'ai fait 1 an post-Covid de jeux en boutique parisienne, donc pour aller voir en fait qui jouait donc déjà en boutique, quels sont les joueurs, mais aussi est-ce qu'ils jouent au jeu Magic Arena et quelle idée ils en ont. Voilà.
également, ça va se coupler avec toute une observation un peu latente, si on veut, des réseaux sociaux ou des streams, pour savoir aussi les joueurs visibles, en tout cas sur ces réseaux, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et donc, du coup, en boutique, eh ben, on peut voir des choses assez intéressantes. D'abord, donc tout le monde connaissait Magic Arena, forcément. Oui. Et donc, il y avait peu de personnes, il y en avait quand même un petit groupe de résistants, si on veut, qui disaient ne pas jouer à Magic Arena et qui se refusaient de jouer à Magic Arena, donc avec en fait toute cette peur que le digital prenne en fait la place du Magic papier. Et c'est un petit peu la même chose, enfin, je parle ici de Magic Arena, mais en fait c'est pareil avec l'e-sport, si on veut, parce que une peur de ne pas se retrouver en assemblée, en convention plutôt. D'accord. Donc voilà. Donc il y a ce petit groupe de résistants, mais après les autres, finalement, jouaient tous, alors de manière plus ou moins régulière, mais il y a peut-être 3 groupes qui se distinguent. Donc c'est des données un peu exploratoires, hein, encore. Je n'ai pas confirmé. Mais je dirais bien qu'il y a 3 groupes qui se distinguent. D'abord, les nouveaux joueurs, qui vont être âgés souvent de moins de 20 ans, voire être adolescents, et qui donc connaissent Magic par le jeu vidéo. Et donc ici, on a une performativité en fait, du discours sur le transmédia, hein, et de la volonté de Wizards of the Coast, qui dit voilà, on va gagner des nouveaux joueurs. Effectivement, ça a l'air de fonctionner. D'accord. Et donc, ils venaient en boutique, ces gens-là, pour voir qu'est-ce que c'est aussi de jouer vraiment à Magic en papier. Donc, on peut voir en plus que ce profil contrecarre presque un peu l'idée des résistants, puisque finalement, même si on connaît Magic que par le jeu vidéo, on sait que c'est un jeu papier et on vient jouer au jeu papier. Donc, le jeu papier perdure tout de même, et c'est la manne principale de revenus pour Wizard, il ne faut pas l'oublier. Oui. Deuxième catégorie, c'est ces gens qui reviennent sur le jeu, et finalement un peu comme le parcours que j'ai pu expliquer pour ma part, c'est-à-dire ils ont joué soit dans l'adolescence, soit un peu plus tard dans les études supérieures, etc. En tout cas par leur groupe d'amis, de pairs, de connaissances, et ont arrêté de jouer et reviennent parce qu'ils ont entendu ce Magic Arena arriver, et donc comme c'est free-to-play, ils l'ont souvent téléchargé sans attendre quelque chose de précis, finalement. Juste pour le fun ou pour la nostalgie en fait du jeu de cartes. Sauf que cette petite nostalgie a transformé en fait l'essai, si on veut, et donc ils sont revenus en boutique, ou alors ils découvrent même la boutique puisqu'ils jouaient entre potes au début. Voilà. Et la troisième catégorie, c'est celle qui m'intéresse peut-être le plus, c'est les joueurs très engagés, très réguliers, très compétitifs, qui vont même donc dans les tournois, qui viennent en boutique pour s'entraîner en fait à certains formats, que ce soit le draft, le scellé ou le moderne ou le standard, mais qui vont avec un enjeu de devenir meilleur et de participer aux tournois qualificatifs. Donc à l'époque, quand je faisais les observations, il y avait encore le Pro Tour. Donc voilà. Et en fait, ces gens-là, bien sûr, jouent à Magic Arena, certainement jouent aussi à Magic Online, mais je n'ai pas interrogé là-dessus. Et ils jouent à Magic Arena parce que ça leur permet en fait de répéter beaucoup plus facilement, d'intensifier leur pratique en fait. Et donc de répéter les stratégies avec peut-être même un coût moindre. C'est-à-dire que ça coûte moins cher de faire son deck sur Magic Arena, enfin, en théorie. Et donc ces joueurs-là, finalement, en tout cas, peuvent répéter plus souvent, changer de deck plus facilement que de devoir aller se fournir donc dans les local game stores de cartes individuelles pour constituer leur deck.
Également, en fait, le deuxième avantage que ces joueurs voient dans Magic Arena, c'est qu'une partie sur table, en fait, dure 45 minutes. Alors qu'une partie, et donc pour faire un BO3, alors qu'une partie donc sur Magic Arena peut durer, même pour un BO3, peut-être 20 minutes. Et du coup, en 1 heure, on pourrait même en faire 3 matchs, 3 BO3. Oui. Donc en fait, on a ici une sorte d'accélération, d'intensification de la pratique, qui permet donc de répéter les situations et finalement de comprendre ou de créer des situations qui n'auraient pas été vécues donc sur Magic Papier, et donc de s'attendre presque à ce qui peut arriver en fait dans tel match-up, etc. Donc dans une game compétitive. Cette étude des gens et en fait cette confirmation que Magic Arena participe à l'aspect e-sport de Magic, est-ce que tu as des conclusions sur le fait que Wizard va dans la bonne direction dans la professionnalisation, ou alors ça c'est une question qui est vraiment très très prise dans l'actualité avec les changements incessants de l'organized play, est-ce que Magic peut être un e-sport ou pas? D'ailleurs ça doit être très perturbant pour toi que ce soit tant d'actualité ce sujet. Oui, c'était très perturbant, effectivement, et assez difficile à maintenir finalement l'étude. Mais il me semble que, en fait, c'était un peu une sorte d'effet d'annonce de dire pour Wizard, on va faire de l'e-sport. Puisqu'en réalité, ils ont déjà tout un. L'organized play était déjà présent finalement. Il y avait déjà tout un circuit de tournois, déjà des gens qui pouvaient en vivre même, que ce soit les joueurs professionnels ou des organisateurs, des boutiques, etc. Donc finalement, tout un écosystème, si on veut, tout un monde d'individus tournait déjà presque avec un métier, une profession autour de Magic. Et donc, il me semble qu'il y a eu quelques dynamiques intéressantes quand même avec cet effet d'annonce. Intégrer l'e-sport, je pense, en tout cas dans mon analyse, pour Wizard, c'est aussi dire on surfe sur la vague, parce que l'e-sport est effectivement ce qui permet d'être visible sur Internet, mais ce qui va permettre également, je ne sais pas, de récolter des sponsors, des financements, etc., d'acteurs qui ne sont pas dans les mondes du jeu, en général. Donc on va penser, je sais pas, à Red Bull, par exemple, qui finance beaucoup les compétitions d'e-sport ou les e-sportifs, etc. Et donc, est-ce que ça a changé concrètement et réellement quelque chose? Ce n'est pas certain, si ce n'est, en fait, pour des gens qui n'étaient pas forcément dans le circuit compétitif et qui ont pu, pendant un moment en tout cas, en vivre. Je pense au Greenlight Fund, c'est ça? Oui, ce qui est un sujet un peu controversé vu qu'il a été annoncé puis disparu. Oui, voilà, donc il a aussi été disparu. C'est assez controversé finalement d'entrer sur l'e-sport, puisque ça ne crée pas totalement une dynamique importante. Ce qui a été quand même intéressant avec Magic, c'est cette volonté donc de refonte quand même des circuits compétitifs, mais même de la MPL, donc Magic Pro League. Ouais. C'est pas tous les jeux vidéo, donc si on reprend la comparaison avec Hearthstone par exemple, ou Blizzard plus généralement, eux ne subventionnent pas les joueurs, ne créent pas de contrat pour les joueurs, et c'est pour ça qu'on peut dire finalement que Blizzard n'encourage pas tant que ça l'e-sport. Et pourtant ça marche. Au contraire, League of Legends a subventionné très rapidement des joueurs professionnels,
qui, grâce à cette subvention, ont pu vivre seulement du jeu et donc de la compétition. Et donc c'est un peu ce modèle-là en fait qu'a voulu suivre Wizards, ce qui semblait une bonne idée, je pense, en tout cas. Mais je pense qu'on peut voir une sorte de contradiction ou de tension en fait sur ce financement d'une petite élite, d'un petit groupe, avec la stratégie générale qui est donc transmédiatique et de capter en fait plus de public. D'accord. Et je pense que la question de la fin de la MPL et de l'organized play comme on l'a connu depuis 2019, en gros, questionne en fait ce modèle, c'est-à-dire est-ce que c'était si pertinent? Est-ce que quelle est la stratégie finale? Comme je l'ai dit au début, il semble que Wizard finalement voulait juste élargir son public et c'est ce qu'il rappelle souvent. En fait, c'est gagner plus de joueurs, dire que son jeu est bien et donc voilà, vendre donc plus de displays, de boosters, de cartes. Et donc, en fait, on peut se demander s'ils arrêtent la MPL, s'ils arrêtent le financement des créateurs et créatrices de contenu, donc on peut interroger la pertinence de la stratégie e-sport, mais plus largement en fait compétitive. Oui. C'est-à-dire, est-ce que c'était un bon plan et est-ce que on capte du public en fait avec ces compétitions? Donc il semble, si on en croit leurs annonces, j'ai pas interrogé Wizard, mais si on en croit leurs annonces et donc leur choix dans la refonte de l'organized play, et donc des sponsors, des financements envers les joueurs et créatrices de contenu, que ça ne marche pas, en tout cas, ou c'est pas ça qui permet de gagner le plus d'individus dans la pratique. Finalement, ça conforte le public qui est déjà gagné, si on veut. Donc tu expliques et tu nous fais comprendre et tu justifies un peu ces récentes annonces sur la fin de l'organized play, plus ou moins, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais de Wizards, ce qu'ils ont fait, ça fait sens d'un certain point de vue en tout cas, ce qui est rassurant d'une certaine manière, même si c'est pas ce qui fait plaisir à tous et toutes. Et enfin, pour conclure, j'aimerais te poser une question un peu plus sur ton ressenti à toi. Toi qui as étudié Magic et aussi les autres, est-ce que Magic a un bel avenir devant lui ou est-ce que leurs décisions vont les faire aller dans le mur ou est-ce que tu penses que ça va aller? Alors, je répondrai peut-être un peu plus avec un peu plus de recul, c'est-à-dire qu'on a en sociologie, on a un sociologue donc de la consommation, Albert Hirschman, qui a conceptualisé en fait 3 réactions assez typiques envers une entreprise, mais ça marche aussi avec les politiciens, par exemple, qui est en fait exit, voice and loyalty. Donc en fait, il y a 3 manières de réagir pour les consommateurs et consommatrices face à une décision qui peut sembler forte et impactante ou qui va avoir beaucoup de conséquences dans les pratiques ou dans la consommation. Donc la première, exit, simplement, beaucoup de voix vont se dire ah, c'est pas bon, on déteste ce choix, je boycotte, je pars, j'abandonne. Voilà. Deuxième, voice, simplement, on va, c'est les gens qui vont simplement donc dire on n'est pas content, mais bon, on va continuer de regarder, de jouer, de pratiquer, de consommer. On n'a pas trop le choix, c'est quand même ce qu'on aime. Voilà. Et loyalty, donc ceux qui vont être plutôt dans le soutien indéfectible presque à la décision, à l'entreprise, à l'entité en tout cas qui est au-dessus et qui fait ses choix. Voilà.
Et en réalité, donc comme Magic Wizard est aussi dans cette perspective d'élargir du public, on peut voir qu'il y a quelque chose de très complexe qui se joue, c'est-à-dire qu'en même temps, ils gagnent concrètement du public. Je crois que c'est cette année, ils n'ont jamais fait autant de chiffre d'affaires. Alors, ce qui n'est pas un indicateur du nombre de personnes qui jouent, hein, bien sûr, mais on peut se dire finalement, malgré la pandémie, les contraintes internationales, etc., ils ont quand même donc gagné peut-être du public, en tout cas leur stratégie marketing transmédiatique fonctionne à peu près. Et donc s'ils font ces changements, effectivement, ils vont sûrement en perdre quelques joueurs. Je sais pas, en voyant sur les réseaux sociaux, alors on sait que les réseaux sociaux c'est très vaste et il n'y a que des gens très visibles finalement dans la communauté MTG, et ben il y en a peu qui quittent. Tous sont plus dans l'attitude voice, donc oh ça nous révolte, mais bon c'est ma passion en Magic, alors je continue. Je continue peut-être d'une autre manière, peut-être les gens vont moins consommer quand même, ou alors vont plus consommer en cartes, vont abandonner tout ce qui est software, Magic Arena. On ne sait pas. En tout cas, il y a des reconfigurations des pratiques qui peuvent se jouer ici, mais en tout cas, j'ai cette impression que, effectivement, Magic ne mourra pas, pas de sitôt, puisque c'est très soutenu par l'éditeur et que voilà, les chiffres d'affaires n'ont jamais été aussi grands par rapport à Magic. Ok, bien ce sera notre conclusion. Merci beaucoup d'élever le débat ainsi, de nous apporter la science que tu produis. C'est passionnant. Merci Samuel et à bientôt. Merci beaucoup. Et bien voilà, j'espère que cet épisode scientifique vous a plu et à dimanche prochain.